Agrippé sur son piton rocheux depuis 2000 ans, Gordes est sans doute le village le plus célèbre du Luberon. Situé à 38 km à l'est d'Avignon, vous ne devez manquer ce joyau de Provence sous aucun prétexte. Notre premier guide, David, est photographe. Et lui non plus n'a pas résisté longtemps à ce décor. C'est il y a 10 ans qu'il est tombé amoureux de la région. Et depuis, plus question de repartir. Cette région, elle est inépuisable au niveau de la photo. On a des forêts, on a des gorges, on a des beaux villages, des points de vue qui changent. C'est beau, forcément, ça parle quand c'est beau. Ces paysages, David les a captés des centaines de fois sur ses clichés. Mais toujours désireux d'en découvrir davantage, il aime aller à la rencontre de ses habitants pour en découvrir tous les secrets. Et ça commence juste en face. Comme tous les autres villages perchés de la région, si Gordes s'est établi sur les hauteurs, c'est pour fuir l'insécurité et les invasions multiples de l'époque. Aujourd'hui, ce bourg suspendu s'est taillé une réputation mondiale, tant par ses élégantes maisons et sa sublime forteresse, que par ses ruelles tortueuses que l'on appelle les calades. Pour sa balade à Gordes, David, une fois n'est pas coutume, va s'éloigner des clichés. Il ne faut pas se casser la figure sur les marches de l'escalier. Pour ça, il peut compter sur Jean-Louis, mémoire vivante du village, qui vit ici depuis plus de 40 ans. Il connaît tout de Gordes, y compris ses secrets les plus enfouis. Merci. Waouh. C'est peu de temps après avoir acquis cette sublime maison Renaissance que Jean-Louis fait une découverte incroyable. Il y avait une cave qui était là, mais qu'on ne voyait absolument pas puisque les déblais et les saletés venaient jusqu'ici. Ce que Jean-Louis ne voyait pas, ce n'est pas moins de 7 niveaux de cave blottis sous sa maison. Au Moyen-Âge, toute une partie de l'activité artisanale du village se passait là. Wow, c'est grand. Alors ici, c'était un silo, et il y avait un silo qu'on a coupé. Dans cette vie souterraine, les artisans de Gordes s'activaient dès le XIIe siècle, à l'abri du vent de l'hiver et du cagnard de l'été. Ils profitaient surtout d'un espace fabuleux. Ça montre qu'on arrive même dans un village triqué et petit comme est Gordes, comme le sont tous les villages perchés, à dégager un volume de travail très important. Jean-Louis en a la preuve. Ces immenses caves ont abrité pharmacie, cordonnerie et puis déjà à l'époque, la spécialité locale. On arrive dans un grand moulin à huile à cet endroit-là. Et la caractéristique de ces moulins à huile de Provence, les grands moulins de Provence, ce sont les énormes voussoirs, les énormes pierres qui sont là. Le moulin faisait de là-bas jusqu'à... C'est une pièce. Tout ça, c'est un seul moulin. Tout ça fait un seul moulin. Depuis plus de 40 ans, Jean-Louis remonte le temps avec passion. Et il espère que cela donnera des idées à d'autres. Même s'il y a des déblais partout, dans ce village-ci comme dans les autres, c'est pareil. Même s'il y a des déblais partout, on peut, si on a un peu de patience et de ténacité, récupérer les anciennes entrées des caves et se retrouver dans les caves. Ce Gordes souterrain, classé monument historique, Jean-Louis ne le garde pas que pour lui. Vous pourrez vous aussi emprunter ces couloirs ouverts au public et ainsi remonter le fil de l'histoire. Après ce passage sous terre, c'est un bol d'air frais que vous conseille David. Et pour une virée vers les grands espaces, suivez le guide. C'est une falaise qui, dès l'entrée du village, donne le ton. Un spectacle à seulement 20 minutes de Gordes que David ne manquerait pour rien au monde. À Roussillon, c'est l'ocre qui domine. Et il suffit de faire quelques pas autour de ce village perché pour se retrouver au cœur d'un décor de western. Moi, j'ai les fringues spéciales ocre. Ah, carrément. Si Sophie s'est équipée spécialement pour l'occasion, c'est qu'elle connaît bien les anciennes carrières d'ocre. Elle qui se passionne depuis toujours pour le pigment star de la région. On reconnaît la couleur.
du village. On reconnaît la couleur, ouais. C'est pas parce qu'on avait un goût esthétique plus développé qu'ailleurs, c'est juste qu'on a utilisé les sables creux de surface qui sont plus rouges pour construire les maisons. D'accord. En extrayant l'ocre dès le XVIIIe siècle, l'homme a modifié l'aspect de ces falaises. Mais à l'origine de ce décor, un phénomène géologique bien plus ancien. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est marrant, moi ça m'impressionne à chaque fois, c'est de me dire que là, tu avais la mer avant. Et oui, c'était pas le même climat. Et Un ce qui est climat très tropical. beau, non, subéquatorial. Pardon. Climat subéquatorial, c'est-à-dire très chaud et très pluvieux. Et le plus important dans l'oxydation de cette terre, c'est la pluie. Oui. Et ça remonte à 100 millions d'années, à peu près. Et ça, on sait combien de temps ça a mis pour se Ça faire? a mis 1,5 million d'années. Et ça, on le sait depuis pas longtemps, puisqu'avant, on pensait que ça avait mis des millions d'années. Le résultat de cette oxydation, c'est donc ce pigment qui sera utilisé dès la préhistoire dans les premières peintures rupestres. L'ocre, c'est pas que de l'argile? Non, c'est aussi du sable? l'ocre, c'est de l'argile et du fer. Et par contre, dans la nature, comme la nature fait jamais les choses bien du premier coup, en tout cas pure du premier coup, il y a 80% de sable. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, quand on touche l'ocre, on voit bien à quel point c'est du sable d'érosion marine, quoi. C'est un sable extrêmement fin. T'en fais un super sable de bac à sable. D'accord. À ceci près qu'il va tâcher. Regarde. Voilà. Comme Des c'est beau. magnifiques mains rouges. Ouais. Et maintenant, on ressemble à tous les gens qui ont fait la visite du Sentier des Voilà, Ocres. c'est ça. Et si on voulait y ressembler vraiment, oui, on c'est vrai, ferait, on voilà, sur la tête, on c'est ferait vrai. des traits d'Indien. Voilà, c'est ça. Et les visiteurs sont nombreux chaque année à se prendre pour des Indiens. Fascinés par ces couleurs, fascinés aussi par cette plongée dans l'histoire. Ce qui m'intéresse dans ce paysage et ce que je trouve absolument époustouflant, c'est qu'on voit tout le faciès et puis on peut bien se mettre à la place des ouvriers ocriers qui, dans cette période industrielle, venaient extraire les sables creux. À la pelle, à la pioche et à la poudre noire, ils venaient creuser là, toutes ces hauteurs pour aller chercher la couleur de sable au creux qui les intéressait. D'accord. Et justement, tu dis que c'était une exploitation industrielle, donc j'imagine qu'on en utilisait beaucoup pour les façades, mais il doit y avoir plein d'autres usages. En fait, on a utilisé l'ocre pour d'autres choses, et notamment pour épaissir un certain nombre de matières industrielles. La première de ces matières, c'est le caoutchouc. Je ne sais pas si tu vois le plus célèbre des caoutchoucs de couleur ocre. Il est dans ta cuisine. Autour des pots de confiture, Voilà, des conserves. le caoutchouc des pots de conserve. C'est autour du foie gras. Ou du foie gras, Voilà, ouais. c'est ça. Quand on dit que l'ocre, ça a vraiment forgé l'identité de ce territoire, c'est une identité géographique avec ses paysages, mais c'est aussi une identité en termes d'emploi et de revenus. Le Sentier des Ocres n'est pas le seul témoin de cette époque. À quelques kilomètres, ne manquez pas celui que l'on surnomme le Colorado provençal de Rustrel. Bien plus escarpé, il vous faudra crapahuter un peu pour y accéder. Mais à l'arrivée, vous attendent plus de 30 hectares de relief, sculptés eux aussi au gré de l'exploitation ocrière. Avec un tel patrimoine, rien d'étonnant à ce qu'ici, comme une tradition tenace, l'ocre continue d'habiller les façades. Olivier est artisan peintre, et pour lui, pas question de laisser sa région perdre ses couleurs. Ça bien? Ça va? Impeccable. Salut, ça va? Et David? Oui. Aujourd'hui, David va connaître les secrets de fabrication de la peinture à l'ocre. Au programme pour lui, redonner de la lumière à ce mur abîmé par le temps. Donc pas très compliqué, tu vois, regarde, je t'ai pris des brosses, un peu d'ocre, et puis on va coller tout ça avec une petite mixture en fait toute simple, qui est une technique assez ancienne. D'accord. Voilà. Allez. Donc, Allons-y, c'est moi le stagiaire aujourd'hui. Ouais, je vais te demander juste de me prendre un peu de chaud, de l'eau. D'accord. Le mélange obtenu forme une colle très Voilà. puissante. Donc là, je pense que, je sais pas ce qu'on fait Sophie, on va lui faire mélanger les deux rouges qui sont là, non? essaye de te rapprocher au maximum de la teinte du mur là. À cette colle, il est temps à présent d'ajouter de la couleur. Tu vois, la couleur, elle apparaît assez rapidement en fait. Hein. Tu vois, là, voilà. On a une belle couleur, on a un beau rose pâle, On tu est vois. presque Hein. comme ça là. Ouais, voilà. Et on va réchauffer ça maintenant en rajoutant au moins 6 cuillères. En fait, c'est ce qui va nous permettre de sortir du rose et de venir réchauffer tout ça, ouais. Voilà, tu vois, on voit le jaune. ton Ouais, c'est carrément une histoire de cuisine. Il y a des proportions quand même à respecter. Puis surtout, il faut rester attentif et pas se disperser, tu vois. Parce qu'en l'occurrence, moi j'ai compté, je sais que tu as mis que 3 cuillères, il en manque 3. Je m'en souvenais. Ah oui, Voilà. Enfin, je me souvenais pas de combien tu m'avais dit. Je me souvenais de ce que j'avais mis. Donc il faut. C'est il pour ça faut, que voilà. j'attendais un petit Il faut peu. toujours quelqu'un. J'attendais que tu m'aides. Une fois la couleur établie, Prends ton petit seau, Allez. la petite brosse. place à la peinture. Au boulot. Voilà le mur, David, sur lequel on va intervenir. Ouais, il a besoin. Donc ce que je fais, je vais juste te montrer un Vas-y. petit peu, tu vois, c'est très vite fait. Très peu de peinture. Et tout de suite, elle est absorbée par le fond. D'accord. Voilà, Oui, la c'est couleur est valide. prise et hop, et ça fixe le fond. Oh, ça coule bien.
Voilà. Ça, ce sont les techniques qui sont très anciennes, hein. C'est pas des techniques qui ont 30 ou 40 ans, c'est des techniques qui ont plusieurs milliers d'années. Ah ouais, les Romains ont emmené ce travail-là, en l'occurrence, au plus haut sommet de ce qu'on pouvait le travailler. Ces techniques qui ont été d'ailleurs en plus, des techniques qui ont été oubliées, qui ont été retrouvées, qu'on réinterprète un petit peu aujourd'hui. Voilà. D'accord. Il faut dire que la peinture à l'ocre, en plus d'être non polluante et peu coûteuse, a d'autres qualités. Cet ocre, il a une particularité, c'est qu'il est complètement inaltérable aux ultraviolets. C'est-à-dire que sous l'action du soleil, en fait, il ne va pas s'altérer. Les seules choses qui vont venir changer la couleur, en fait, c'est la patine du temps. L'autre chose, c'est que l'ocre est fortement chargé en argile. Donc une protection aussi qui, mêlée avec la chaux, qui est un produit basique, qui va apporter une protection aux eaux de pluie. Donc une protection, tu vois, complètement aux intempéries. Un peu, quoi. Ça donne un caractère un petit peu étanche, effectivement. Et voilà, on a fini. Ça y est, tu l'as eu. C'est parfait. Après ce cours particulier haut en couleur, il est temps pour David de quitter les ocres pour nous emmener vers son prochain coup de cœur. Je te laisse ça. Merci de m'avoir appris tout ça. Et puis au plaisir. J'espère, c'est sûr même. Et puis bonne route. Hein. À bientôt. Ouais. À Salut bientôt. aussi Sophie. Salut David. Ciao. Ce coup de cœur, le voilà. À seulement 30 minutes de Roussillon, le château de Lourmarin est lui aussi un incontournable du Luberon. Un petit chef-d'œuvre classé monument historique. Et pour en connaître les secrets, David le sait, c'est à Caroline qu'il faut s'adresser. Bonjour David, Bonjour, Caroline. tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Très bien, ravi de t'accueillir au château de Lourmarin. Merci. Alors, Lourmarinoise pure souche, elle arpentait les salons de ce colosse déjà toute petite. Aujourd'hui, elle y travaille et en connaît l'histoire sur le bout des doigts. D'entrée, ce qui fascine, c'est la richesse de son architecture. D'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien la partie médiévale, qui est la partie 15e construite par le seigneur d'Agou. Et de l'autre côté, à partir de la grande tour, c'est l'aile Renaissance, construite au 16e par les descendants du seigneur d'Agou. Et du coup, ils ont modifié une partie qui existait ou ils ont vraiment tout rajouté? Ça a été rajouté. D'accord. Et la partie Renaissance, c'est vraiment un château de plaisance. Vraiment, on a plus ce sentiment de se défendre. On a des grandes fenêtres, des grandes doubles fenêtres à meneaux, rythmées par les corniches. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de style. Comme c'est le premier château Renaissance en Provence, on ne savait pas très bien parfois comment mettre les éléments. Et on a encore des gargouilles, alors que ça c'est très gothique, on a encore des gargouilles sur la toiture Renaissance. Donc toutes ces petites erreurs de style en font aussi son charme. Ouais, elles sont très jolies ces gargouilles. Voilà. Très jolies, très utiles surtout. Ouais, aussi. Au début du XXe siècle, Robert Laurent Vibert, un industriel lyonnais, tombait perdument amoureux de ce château, alors en ruine et promis à un triste sort. Il le rachète et s'évertue durant 5 années à lui redonner son apparence d'antan. Direction l'aile Renaissance, à la découverte de ses nombreux trésors. Et ça démarre avec un chef-d'œuvre du genre. Alors en fait, là on monte les marches de l'escalier à vis à double torsade du château. Il compte 93 marches et chaque marche est monolithique, c'est-à-dire c'est la même pierre. Une seule pierre. Une seule pierre qui part du mur et qui forme ici la double torsade. Une véritable prouesse architecturale pour l'époque. Rien d'étonnant à ce qu'il ait été si précieusement conservé. C'est après en avoir gravi toutes les marches que nos deux complices arrivent dans la pièce maîtresse du château. Waouh! Quel salon! Ah là, c'est le salon du château. C'est un salon. C'est le salon du château, on l'appelle la salesse du château, cette pièce. D'accord. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé depuis la restauration. Vibert a vraiment remeublé le château, il a vraiment restauré avec une attache très proche de ce qu'avait pu être la construction au XVe et au XVIe siècle. Ici, mobilier de style, gravures et autres objets d'art se disputent l'attention. Autant de témoins des nombreux voyages de Robert Laurent Vibert. Et puis au sol, un carrelage, clin d'œil local. Le carrelage est d'époque dans sa majeure partie, et tu remarqueras, puisque tu as visité les ocres de Roussillon, que On a même manipulé ça. voilà, tu les as manipulés. Le carrelage a été fait avec de la terre d'ocre faïencée. D'accord, ouais, on reconnaît la Et, teinte. un peu jaune-orange, malgré que ce soit très ancien. Si sa beauté et son élégance ne sont plus approuvées, c'est également une toute autre mélodie qui se joue chaque été au château. On entend de la musique. Ah oui, en plus d'être un monument historique, c'est aussi
et avant tout une résidence pour les artistes. Selon le souhait de Vibert, grand amateur d'art, le château prend des allures de Villa Médicis provençale plusieurs mois dans l'année. La mission de la Fondation est de leur offrir un cadre qui leur permet de travailler leur discipline artistique. D'accord. Là, ils trouvent au château une source d'inspiration ici, dans des vieilles pierres. Les lieux sont inspirants. C'est ça. Après la douceur musicale, c'est une douceur du Luberon que vous propose de découvrir David. Pour ça, direction le plein cœur du village pour une dernière halte chez Stéphane, le boulanger de Lourmarin. Ouais, salut David. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Tu tombes bien? Tu es venu voir la fabrication des gibassiers? Ah bah si t'es en train de le faire, je regarde. Stéphane est le roi du gibassier, ce gâteau sablé délicatement parfumé à l'huile d'olive. Un mets que tout bon Lourmarinois qui se respecte déguste dès le berceau. Tu es déjà venu dans un labo de pâtisserie? Jamais. Non, jamais? Ouais, je suis très curieux de voir ça du coup. Allez, C'est de l'autre côté du comptoir. je vais te prêter un tablier. L'occasion pour David d'enfiler à nouveau son costume d'élève discipliné. Allez, On tourne-toi. tourne. Voilà, je te laisse faire le nœud devant. C'est bon? La classe. Allez, on y va. Première étape, la pesée des ingrédients. Ça va être plein. De la farine, puis du sucre. T'es sûr que ça rentre hein? Vous l'aurez compris, quand Stéphane fait du gibassier, il n'en fait pas qu'un seul. Bon, là, je te rassure, c'est le plus... là, c'est le plus facile. Hein. Le plus dur reste à venir. Ah ouais. Allez, c'est parti. Allez, Direction la machine à pétrir pour y incorporer les ingrédients pesés, auxquels il faut ajouter du levain, de l'huile d'olive de Provence bien sûr, et puis un ingrédient mystère. voilà. Et alors c'est quoi ça? Ça, ben écoute, c'est le petit secret qui va bien. Donc, c'est ce qui va donner de l'élasticité à la pâte pour pouvoir l'étaler plus tard. C'est ça la recette, le vrai secret. Voilà, donc là, il y a quelques ingrédients. Écoute, ça, je garde pour moi. Voilà. Allez, ça tombe tout seul. 20 minutes plus tard, la pâte est découpée en morceaux et prête à être manipulée par nos deux complices. Je t'en montre un, d'accord? Ok, allez, à toi de jouer, c'est parti. Je vais essayer de ne pas te faire perdre des clients. Voilà, t'inquiète, vas-y. Voilà, ouais, Bien les bords. Je t'entends rire. ok. Il est rond le mien, il est pas voïde. Non, là, tu fais un petit cœur. Hein. C'est mon côté romantique. Allez, ouais. Ok, c'est bon. Allez, donc là, il faut bien tailler dans ce sens comme ça. Ok, donc là, ok. Voilà. Ça a l'air facile quand on regarde. Ça a l'air facile, ouais, mais je te garantis que sur des périodes de Noël où on en fait 200 par jour, Ouais. après le coup de main il vient. C'est pas Tu mon reviens, geste, tu reviens nous voir à Noël? Ouais, avec plaisir. Et le gibassier, alors on sait pourquoi ça s'appelle le gibassier? Ben écoute, le gibassier, il y en a qui disent que cette forme bosselée dessus, parce que gibassier veut dire gibouste en provençal et qui veut dire le bossu. Donc, est-ce que c'est cette forme comme ça, bossu? Ça, chacun après a sa version. Donc après, il y en a qui disent que c'est parce que ça se mettait dans la gibecière des chasseurs. Voilà, ça déjà dans la gibecière. Voilà. Ouais. Tu sais quoi? Le tout, c'est que ça soit consommé. C'est qu'on la mange, ouais. Écoute, tes premiers gibassiers, franchement, tu t'en es bien sorti. Hein. Plus que Donc 200. on va mener ça au four. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? 30 minutes à four chaud pour des gibassiers Voilà. croustillants à souhait. Voilà, mon apprenti préféré. Voilà le résultat de ton travail. Magnifique. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'aime pas ce que du bien. Franchement, Ah, ça ressemble. on y est Ça là, ressemble. on y est là, on y est. Je mange. Ah ben ouais, t'as qu'à faire. Franchement, c'est un régal à la sortie du four. Un petit café, un petit gibassier. Elle est pas belle la vie? Alors, on est bien. Là. En tout cas, bonne équipe. Merci à toi. Allez, vas-y, à toi. À l'arrivée, faites confiance à nos deux hommes. Ce mélange sucré-salé subtil vous séduira à coup sûr. Franchement, Moi, j'adore ça.